Bonsoir, on les amis directement. Donc, je vous prie d'accueillir Olivier Trainer, Louis Delage, Raphaël Persona et le producteur du film, Voici l'Égypte. Je crois qu'on peut également appeler dans la salle le compositeur de la musique. C'est une histoire de famille, Raphaël. Bon, on va vous donner la parole dans quelques instants, donc ça sera à vous de mener ce débat avec toutes les questions, ils sont tous à votre disposition. On est un petit peu ému car c'est la tournée qui se termine ce soir. La tournée a démarré il y a à peu près un mois et demi. Merci à tous d'être là pour cette dernière avant-première. Le film sort demain. Première question, Olivier, comment vas-tu? Donc ça va, je vais répondre. Ça va Le producteur va prendre la parole. Non, une petite fébrilité, mais enfin, voilà, visiblement, vous êtes resté à la fin du film, donc j'espère que ça augure bien pour la vie du film à partir de demain. Merci beaucoup pour cet accueil. Voici, tu veux rajouter quelque chose? Non, j'ai trouvé ton intervention brillante. Non, la première question pour toi, Olivier, est-ce que tu peux nous raconter comment, parce que c'est assez cocasse, comment est née cette histoire, comment est né ce projet? Il est dû à un certain nombre de hasards, justement. C'est un film, entre autres, sur le hasard, et je pense que le hasard, il y a tous des petits instants où on peut se dire dans nos vies que un petit accident imperceptible a pu faire bifurquer nos existences respectives sur un chemin ou un autre. Moi, personnellement, il y a eu un moment vraiment fondateur et j'ai l'impression que le film est né quelque part à ce moment-là, il y a 20 ans, donc avant même que je pense à faire du cinéma et qu'on commence à écrire ce film, la scénariste et moi. J'étais étudiant, j'étais dans un café, j'avais séché les cours pour terminer une dissertation. Noble cause, et puis une jeune femme entre dans le café et j'étais assis à sa table favorite qui se trouvait également être la mienne parce que c'était en hiver et c'était une table où on pouvait éviter les courants d'air. Bref, je l'invite à s'asseoir à ma table et puis j'ai très vite laissé ma disserte de côté et on a passé la journée ensemble et on ne s'est plus quitté. Et quelques semaines plus tard, je discute... C'est devenu ton ami. Oui. Ah oui, je croyais que c'était explicite, pardon. Merci de le préciser. Et quelques semaines plus tard, je discute avec mon frère, Raphaël, qui se trouve être le compositeur de la musique du film aujourd'hui. Et on échange sur nos vies sentimentales. Je lui dis que j'ai rencontré quelqu'un, cette jeune femme, et lui me dit aussi qu'il était aussi à l'époque, il a rencontré une jeune femme, et au bout d'1 ou 2 minutes de conversation, on se rend compte qu'elles sont sœurs. Et je vis toujours avec la jeune femme du café, on a 3 enfants, on a écrit ce film ensemble, Le tourbillon de la vie, et mon frère Raphaël a composé la musique du film, vit toujours avec sa sœur qui est quelque part dans la salle, et vous avez vu leur petite fille au tout début du film, et c'est le bébé qu'on voit sur la plage. Voilà, donc c'est comme ça que le hasard a fait une entrée un peu fracassante dans toutes nos vies, et quelque part, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'est scellé, qui fait que on est ici ce soir pour vous présenter ce film. Voilà. Et cette histoire qu'elle a présentée à Voici, ce projet, ce scénario. Tu veux vraiment me donner la parole? Vraiment que je dise quelque chose. Oui, moi j'ai rencontré Olivier autour de ce projet. On a été tout de suite emballé par le texte qu'il nous a présenté parce qu'il était à la fois ludique et très émouvant. Et voilà, c'est deux qualités qui sont rares. Il était à la fois intelligent et touchant, le scénario. Donc on a été ravis de l'accompagner. Et voilà, on est ravis d'avoir Lou et Raphaël avec nous ce soir. Et c'est vous dire à quel point Wassim a un regard très très aigu, parce que le premier texte qu'on leur a présenté à lui et à l'autre producteur, Stéphane Sellerier, c'était sous forme d'un tableur Excel. Alors que d'habitude, un
projet de film, on le présente quand c'est pas un script déjà écrit, c'est sous forme d'un synopsis ou un résumé en gros de 10 pages en moyenne. Là, c'était un tableur Excel avec en abscisse les différents. Je vais arrêter d'utiliser le mot avatar parce que j'en ai marre de leur faire de la pub. Les différentes vies possibles de Julia, et puis en ordonnée le temps qui passait, quoi. Voilà, avec la structure du film déjà assez en place. Mais il fallait avoir l'abstraction pour pouvoir se projeter dans cette histoire. Bravo. À vous. Vous avez la parole, ils sont là pour vous ce soir. Ils n'ont pas fait toutes les salles de cinéma qui sortent demain, donc profitez-en. Moi, je me demande comment s'est passé le tournage par rapport au fait de pouvoir suivre toutes les différentes vies, en fait. Dans quel ordre ça a été tourné? Est-ce que c'était pas parfois difficile de se remettre dans le contexte? Alors ça dépend à qui vous posez la question. Un peu à tout le monde. Alors on va avoir des réponses circonstanciées. Non, ce qui devait guider évidemment le tournage, c'était la géographie. Parce que voilà, déplacer toute une équipe de tournage, c'est du temps, c'est des moyens, et donc on tournait par regroupement géographique de décors, sachant qu'il y en avait 87 et qu'on avait 40 jours de tournage, donc c'était à la fois un marathon et un sprint. Et effectivement, ça devait demander à tout le monde dans l'équipe, et particulièrement aux comédiens, et particulièrement à Lou, mais je pense qu'elle en parlera elle-même, un effort assez particulier. On avait, par exemple, des codes couleurs. Le scénario était écrit avec des codes couleurs, où chaque Julia était, plutôt que de dire, tu sais, aujourd'hui on tourne la scène de la Julia à qui il arrive ça au début du film, puis après il se passe la bifurcation, et puis après, etc. On disait, c'est la scène tente de la Julia verte, ou la Julia bleue, ou la Julia rouge, et ça simplifie un peu les choses pour tout le monde. Mais oui, il fallait avoir de la suite dans les idées. Et effectivement, du coup, moi je me suis retrouvée à avoir des journées où j'avais des âges différents, et j'étais un peu des personnes, c'est la même personne, mais qui n'est pas exactement elle-même dans chaque vie différente. Mais pour moi, le moment du tournage, c'est pas un moment qui demande de l'effort. L'effort, c'est en amont. C'est quand je travaille, quand j'essaie de comprendre son scénario, quand je comprends chaque ligne de qui est chaque Julia. Et le moment du tournage, c'est plus un moment de lâcher prise et de rencontre avec mes partenaires, avec tous les techniciens qui travaillent sur le film, parce que je pouvais m'autoriser aussi à... Je savais les journées que j'allais faire. Il y a un plan de travail qui est fait en amont, donc je savais très bien ce que j'allais faire chaque jour. Et quand j'étais perdue à des moments, parce que ça arrive, parce que justement quand on s'abandonne parfois à des scènes ou à du jeu, ou à, on ne sait plus ce qu'est la minute d'après, on ne sait plus exactement ce qu'il va falloir faire, mais j'avais toujours des gens autour de moi pour me dire, bon, on part là, ça va là, ou tiens, rappelle-toi, c'est ça. Donc ça autorise à juste vagabonder en soi, parce que ça être acteur aussi, c'est donner des émotions, et c'est donner ses émotions. Merci, ça réussit. Raphaël, toi aussi tu joues plusieurs personnages dans le film. Oui, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que le plus important c'est... Bonjour, pardon. Excusez-moi. Ouais, je sais. Non, mais le plus important, c'est plutôt que de se dire je joue plusieurs personnages, c'est de se focaliser sur la situation que vit ce personnage. J'ai l'impression que les situations sont tellement fortes qu'elles forgent en fait ces personnages, qui sont un petit peu sculptés par elles, quoi, par ces situations. Carrément sculptés. Mais bon, en tout cas, il y avait une chose assez frappante avec Lou, puisque moi j'étais moins sur le tournage que Lou, c'est de voir encore elle passer d'un personnage à l'autre. Alors, physiquement, ça se voyait, puisqu'il y avait un gros travail de la coiffure, du maquillage, etc., pour les rendre différentes et en même temps qu'il y ait une ligne, quoi, qu'on la reconnaisse quand même, que ce soit pas. Et c'était assez frappant de voir avec comme ce que tu disais, quoi, on sentait qu'il n'y avait pas une fabrication trop artificielle de chacun des personnages, et que ce qui l'a guidé, ce qui nous a guidés tous aussi, c'était de rechercher l'émotion qu'on avait trouvée dans le scénario. Scénario où il y avait quand même des codes couleurs, parce qu'on a du mal à comprendre, sinon on a besoin de couleurs comme ça. Mais qui nous permettait de... Enfin, ça nous enlevait jamais
le lien d'histoire. Et j'ai l'impression, enfin vous l'avez vu le film, mais parfois on se perd un tout petit peu, on se dit où est-ce que je suis, mais en fait ça n'a pas d'importance, réellement. Puisqu'on revient, on est lié par ce personnage, par cette émotion-là. D'autres questions? Voilà. Avant que le micro n'arrive à vous, monsieur, je voudrais juste signaler que si vous avez aimé le film, Olivier a réalisé un court-métrage il y a 10 ans pour lequel tu as eu un César. Ça s'appelle L'Accordeur. Allez sur Internet, regardez-le en rentrant chez vous ce soir. C'est un chef-d'œuvre. Monsieur. Bonjour, je vous remercie pour ce film vraiment très intéressant et vraiment il m'a beaucoup plu. C'est une belle découverte et je pense qu'il n'est pas assez promu nettement dans les médias actuellement et c'est vraiment dommage. À ce niveau-là, j'espère que vous aurez de la part du spectateur. Joël est le représentant de SND, le distributeur. Il ne tient qu'à vous, si le film vous a plu, d'en parler autour de vous et d'en faire la promotion. Également, mais bref, c'est une parenthèse, excusez-moi. Non, ma question concerne vraiment le scénario. Donc du coup, il a été écrit par Olivier et Camille, de ce que j'ai compris. Donc je pense que vous, Olivier, vous avez surtout travaillé, j'ai l'impression, sur d'un côté les différents scénarios, enfin l'idée principale, l'idée de, comment dire, du hasard en fait. Mais comment vous avez travaillé avec Camille finalement? Je vois que le film a un côté très, enfin il y a un peu un female gaze, j'ai l'impression, je sais pas si vous connaissez le terme, il y a un point de vue assez féminin et il a fallu, je pense, travailler ensemble et réussir à construire. Mais ils dorment ensemble déjà. Mais dans le travail, comment est-ce que le lien a été fait entre vos deux visions des choses et comment vous avez pu construire ce scénario ensemble? Voilà la question. Je pense que si on devait résumer un petit peu, vraiment en schématisant, parce que il y en avait, en fait, en écrivant à deux, bon, des écritures à quatre mains, je pense qu'il y en a autant que de gens qui écrivent à quatre mains. Dans notre cas précis, oui, c'est vrai, on partage le même goût. Et il y a des choses qui se résolvent sur l'oreiller, y compris scénaristiquement. Je m'égare, pardon. Non, ça va, je suis en contrôle. Non, pour schématiser, je dirais qu'en fait, on écrit un à la fois et qu'il y a beaucoup de discussions, mais il y en a toujours un qui prend le lead à un moment sur un aspect du scénario et puis ça permet à l'autre de prendre de la distance et de revenir avec une certaine fraîcheur. Et si je devais schématiser, je dirais que la structure et la charpente sont plus l'œuvre de Camille et que je suis plus intervenu sur les dialogues. Voilà. Mais c'est moins schématique que ça, mais en gros, c'est ça. Bonsoir, c'est plutôt une réflexion plutôt qu'une question. Moi, j'ai vu beaucoup de philosophie dans ce film. Et puis j'avais juste une petite idée de promo. Moi, j'ai vu plusieurs films ce soir, donc c'est assez rentable. On prend un billet, on voit plusieurs films. Il y a plusieurs vies et aucune de toutes ces vies n'est meilleure qu'une autre à mes yeux. Je ne sais pas si je me suis trompée dans l'analyse que j'en ai faite. Et je me disais tout au long du film, est-ce qu'on a envie d'être plutôt telle Julia que telle autre? Aucune, et à la fois toutes. Voilà. Donc c'est plusieurs films, c'est plusieurs vies, et voilà. C'était juste une réflexion. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est très juste. Après, de toute façon, on est à un moment où le film nous échappe à tous, et donc ce que vous avez ressenti est forcément juste, puisque vous l'avez éprouvé. Ensuite, on peut parler de l'intention de départ, mais je crois qu'on se rencontre, on se rencontre aussi là-dessus, puisque effectivement, il y avait cette idée qu'il n'y a pas une vie qui est meilleure qu'une autre. Il y a la vie et ce qu'elle vous envoie de choses agréables, de choses moins agréables, de peau de banane, et comment est-ce qu'on s'en sort. Et surtout, il y a cette idée de c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi être épanoui, c'est quoi se réaliser, se trouver soi-même. Et je pense qu'il y a aussi des réponses très différentes. Peut-être que en fonction de votre vécu, vous allez vous sentir plus attiré par tel aspect de ce même personnage ou tel autre, mais oui, il y avait cette idée que elles sont toutes
elles sont toutes émouvantes et elles sont, oui, mais ça permettait d'essayer d'être juste plutôt que trop schématique, et ça rejoint un petit peu la question de Monsieur Labat sur le film Eight Gaze. C'est vrai que d'avoir une scénariste, quand je m'égarais un petit peu, ça permettait des fois d'éviter les fautes de quart et d'être juste. C'était aussi une des ambitions, être juste. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur... Personne ne parlait après moi. Moi c'est clair. Non, mais oui, que toutes les vies valent la peine d'être vécues, c'est ça que vous voulez dire? Oui, absolument. Après, la raison pour laquelle on a terminé sur celle qui était la vie rouge dans le script, plutôt que sur les autres, c'est parce qu'il nous semblait, mais ça c'est aussi une question de ressenti, c'est que c'est celle qui se prenait quand même pas mal de choses dans la figure, celle à qui échappe une carrière de concertiste, celle qui ne peut pas avoir d'enfant, et que finalement, alors qu'elle pensait que tout était un peu derrière elle, elle transmet sa passion à des générations d'élèves, et puis elle arrive à se trouver un nouveau grand amour et une famille, et le film se termine quand elle est entourée de toutes ces personnes. Il y a deux choses importantes dans le film, on va en parler tout à l'heure, il y a le montage et aussi la musique. Ça va permettre de donner la parole à Raphaël, le deuxième Raphaël sur scène. Vous allez travailler comment, tous les deux? Vous avez combien de temps devant vous? Alors, comment? Moi, je me suis immensément amusé en fait sur ce film parce que d'abord, il y a effectivement plusieurs films, il y a une Julia, mais plusieurs vies, donc comment aborder ça? Il y a aussi le fait que la musique, vous l'avez vu évidemment, tient une place très importante. Il y a la musique que vous voyez à l'image, la musique de piano notamment, tout le répertoire classique, il a fallu choisir, sélectionner, enregistrer, et qui sert de sous-texte, qui est miroir finalement des émotions des différentes Julia quand elles jouent. Il y a aussi toutes ces chansons qui apparaissent à la fois à l'image, ou quand elle danse, ou quand elle discute avec sa mère. Et donc tout ça, je me suis occupé de tout ça avec Olivier, et donc ça a été tout un tas d'outils différents pour être au service de Julia et de ses émotions. Et donc ça a été une belle aventure pour moi. C'est vraiment une grande chance d'avoir à composer de la musique pour un film comme celui-ci. La question était comment vous avez travaillé? Vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi Non, alors, je dois dire que j'ai eu... ça me permet, merci aussi, ça me permet quand même d'ajouter quelque chose, qui est que Olivier m'a fait quand même preuve d'une grande confiance, et que je me suis senti très, très libre, en fait, de pouvoir travailler, évidemment, alors très en amont, d'abord, sur le scénario. Je crois que la première version du traitement que j'ai lu remonte à effectivement quelques années. On s'en parlait, en fait, avant même qu'il soit question de composer de la musique. On a échangé sur ce film. Donc c'est un film que je connais, en fait, avant le tournage, avant sa prépa, avant. Voilà. Donc il y a eu toute cette phase finalement d'échange, parce qu'on parle de nos différents travaux depuis très longtemps ensemble. Et puis il y a eu cette grande confiance. Moi je me suis senti finalement très 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 libre de pouvoir proposer ce que je voulais, ce que je sentais pour le film. Et j'ai senti que c'est évidemment le plaisir de travailler entre frères, et puis ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, donc il y a des moments où on n'a pas vraiment besoin de terminer la phrase parce que l'autre a compris où on veut en venir. Donc c'est vrai que j'ai composé de la musique et qu'il n'y a pas tellement eu de version numéro 2, quoi. À partir du moment où il y avait ce scénario, et en plus de ça, il s'est mis à y avoir des images, alors là, vraiment, les choses se sont complètement imposées. Donc j'ai l'impression, dans la composition en elle-même, comment, tout ça pour dire, je crois que ça s'est fait assez facilement, finalement.
Oui, je voudrais rajouter des petits détails. Une des façons d'aborder la musique, ça a été de se dire que les scènes où le personnage de Julia joue de la musique, les scènes de piano in, ne devaient pas être des moments de pause musicale. Ça a été tout de suite entendu entre nous. Ça devait être des moments où la narration continuait à avancer, où le récit progressait. Par exemple, quand le personnage de Julia joue au moment de la mort de sa mère, et ça a orienté le choix des morceaux, après elle a fait une grosse recherche, et puis on a élagué ensuite ensemble pour vraiment choisir ce qui nous semblait le plus juste à ce moment-là. Le morceau qu'elle joue, c'est un morceau de Brahms, qui est un intermède en forme de berceuse, parce que c'est un morceau que Brahms a composé pour un couple d'amis qui venait de perdre un enfant. Et donc il y a cette idée, il y a quelqu'un qui ronfle à côté de moi. Et donc il y a cette idée qu'elle accompagne sa mère au moment où elle va s'endormir de façon définitive. Le morceau de Rachmaninov qu'elle joue devant Denis Podalides, au moment où elle est assistante personnelle de cette grande pianiste, et puis il va devenir son primaillon finalement et lui permettre de devenir la grande concertiste qu'elle devrait être. Rachmaninov, c'est un très grand compositeur, mais c'était aussi un très grand interprète, un très grand pianiste, un virtuose, et qui s'écrivait pour lui-même des partitions qui lui permettaient de faire la démonstration de tous ses talents avec des mains qui se croisent, des grands, enfin voilà, quelque chose de très démonstratif, d'un peu bling-bling aussi, et qui lui permettait aussi de faire étalage des paluches gigantesques qu'il avait, qui font qu'aujourd'hui, des tas de très très grands pianistes, ou de grandes pianistes, puisqu'elles ont parfois des mains un peu plus petites que leurs homologues masculins, disent « je ne peux pas jouer toutes les notes de Rachmaninov ». Et donc le fait que le personnage joue un morceau de Rachmaninov comme celui-là à ce moment-là dans le film, ce que ça raconte de crâne, de rage, de frustration, d'énergie, et de côté aussi un petit peu bling-bling, d'envie de faire de l'épate, même si elle ne sait pas qu'elle est observée à ce moment-là, c'est ça qui déclenche chez le personnage de Denis Podalides cette envie de mener la carrière, de prendre en main la carrière de cette jeune artiste. Et évidemment que dans la salle, on ne sait pas toute cette backstory sur pourquoi est-ce qu'on a choisi cette musique de Rachmaninov. Mais ce qu'on espérait, c'est que la musique en elle-même racontait ça. Et que quand elle joue de la musique, en fait, l'histoire avance. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait... Un autre petit détail sur la musique, si, c'est quand même important, parce qu'on ne s'en rend pas forcément. Moi, je m'en rendrais pas compte. Mais la façon qu'on a eu d'enregistrer le piano, enfin que tu as eu d'enregistrer le piano, ces moments de piano in, en fait, d'habitude, on prend des enregistrements qui existent déjà, qui donc ont été enregistrés pour, de façon à ce que les gens qui les écoutent soient dans la position de spectateurs allant à un concert. Bon, là, c'est le contraire. Ça a été enregistré de façon que vous vous sentiez à la place du personnage de Julia. Donc la gauche et la droite sont inversées par rapport à ce que vous entendez d'habitude. Et l'espoir, c'est que, l'ambition, c'est qu'on se sente, en immersion avec ce que le personnage de Julia reçoit comme musique à ce moment-là, et que donc, on soit plus en empathie avec le personnage. Voilà. Voilà, c'est des petites choses sur lesquelles on s'est amusé. Allez, encore 2-3 questions. 4. Et bonsoir. C'est une question assez simple. Pourquoi Berlin 89 pour avancer le film? Berlin, oui, ça a été le tout début du film et le tout début de l'écriture, parce qu'on n'a pas écrit les différentes Julia, les différentes couleurs de Julia, avec ensuite chercher comment les faire se rencontrer, à quel endroit elles pouvaient se croiser, s'entrecroiser. Ça a vraiment été une écriture linéaire, où chacune se répondait un peu en creux et en miroir aux autres. Et le point de départ, ça a été Berlin. Pourquoi? Parce que, en fait, dans l'expérience de nos vies, on était encore gamins à ce moment-là, mais ça a été un moment très très fort. Et c'était une façon d'inscrire son histoire intime dans la grande histoire du monde. Et à un moment extrêmement joyeux, qui est un moment de libération. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'aspect négatif dans la chute du mur de Berlin. C'est la libération de tout un peuple. Et c'est une libération aussi pour le personnage. Le compositeur quitte le projet. Voilà. Et puis il y avait aussi ce clin d'œil, évidemment, puisqu'on avait choisi d'en faire une pianiste, il y avait ce clin d'œil à, pour ceux qui le connaissent, le Rostropovitch, qui est une des images vraiment très connues de la chute du mur de Berlin, qui joue du violoncelle
qui joue du bac au pied du mur de Berlin, et donc c'était comme ça qu'on avait envie de commencer le film. Voilà. Lou, tu pars quand tu veux. Une question suivante. Oui, c'était pas tellement une question, plus en tout cas un remerciement d'observation. Je trouve que c'est rare de voir des musiciens classiques, notamment, aussi bien représentés à l'écran, à la fois dans la visualisation, où effectivement c'est exactement les notes, c'est exactement le phrasé, et aussi dans le réalisme finalement de qu'est-ce que c'est que la vie d'un musicien professionnel. Donc voilà, je veux juste vous dire merci, dommage que Raphaël soit sorti à ce moment-là, mais oui, merci beaucoup. Oui, c'était très important pour nous que ce soit juste. Je me souviens d'un film que j'adore, par exemple, qui est Un cœur en hiver de Claude Sautet. J'adore l'histoire, mais quand Emmanuel Béard joue du piano, du piano. Quand elle joue du violon, ouais. Ça me sort un petit peu. Il fallait que ce soit très juste. Et donc, les orchestres sont de véritables orchestres, les choristes sont de véritables choristes, les spectateurs sont de véritables spectateurs. Je suis une véritable pianiste. Et voilà. Moi, je voudrais juste savoir quel est le morceau que vous jouez justement au pied du mur de Berlin. Très honnêtement, c'était il y a 2 ans, je ne sais plus. J'ai pas vu ce film. Dans le film. Dans le film, est-ce que c'est une composition ou c'est un morceau? C'est réarrangé. Elle commence par jouer quelques notes du Donkey de Dvorak, qu'on n'entend pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de clameurs autour d'elle, mais si vous ne le connaissez pas, c'est très beau. Et puis ensuite, c'est un morceau de Liszt. Voilà. Ou Suspiro, voilà, absolument. Merci. Ah, comment on fait? Ah, ça c'est bon. Être acteur, c'est comme aller chercher dans ses propres émotions à soi. Parce que je pense que c'est pour ça que c'est un métier, d'ailleurs, on dit qu'on devient acteur en vivant aussi, en grandissant. Parce que plus on grandit, plus la vie nous éprouve, plus on vit de choses, plus de joie ou de drame. Et donc plus on a de facettes émotionnelles à offrir à un personnage. Et donc c'est comme un petit don qu'on fait de nos propres émotions pour un rôle. Sauf que c'est pas notre histoire, c'est pas nos mots, c'est pas les gens qu'il y a dans notre vie. Donc on est préservé, on est caché, mais c'est un peu de nous, un peu de notre sensibilité à nous. J'avais une autre question. Il y a une contrainte que vous aviez supplémentaire par rapport aux autres réalisateurs par rapport à ce film, c'est celle de gérer le fait de faire comprendre aux spectateurs de quel personnage on parle à chaque fois qu'on change de scène, etc. Est-ce que ça a été une contrainte pour vous dans la construction du film? Ça s'est fait par étapes en fait. D'abord, il a fallu convaincre. Ça a été un travail avec nos camarades producteurs. Et à partir du moment où ça devenait clair sur le papier, où les transitions devenaient claires sur le papier, il a fallu essayer de matérialiser ça effectivement à l'écran. Mais ce code couleur, par exemple, on se disait, comment on fait pour savoir qu'on passe d'une Julia à l'autre? Alors, il y a des indices dans le jeu des comédiens, de Lou, de Raphaël. Il y a des indices physiques aussi, de cicatrices, de coiffures, de vestimentaires, ou de contexte simplement, de situations dans lesquelles on les plonge. Mais il y a eu 2 moments vraiment très importants. Un moment où, justement, on était avec ce code couleur, et c'est un moment qu'on a vécu avec Wassim, où c'était au moment du financement du film, et on s'est retrouvé chez finalement un partenaire financier qui est devenu le distributeur et coproducteur du film, SND, et on rentre dans le bureau et on sent que ça leur a plu. Il y avait de bonnes ondes qui se dégageaient, donc c'était agréable. Et puis on discute un petit peu du scénario, et il y avait quelques remarques qui venaient. Et on avait déjà fait quelques entretiens, et c'est pas au même endroit que d'habitude.
Donc on se regarde et on se dit, tiens, c'est étonnant qu'ils aient achoppé là-dessus. Mais ils ont l'air d'avoir compris l'ensemble. Et en fait, au bout de 2 minutes, on comprend qu'ils ont lu le script, non pas avec le code couleur qui permettait de passer de manière très fluide d'une Julia à l'autre, mais en noir et blanc. Parce que ça a dû être imprimé par quelqu'un qui leur a donné le script en noir et blanc. Et c'est là où, quelque part, le sujet du film rejoint la réalité, c'est que ils avaient tout compris, parce que c'est des gens brillants, mais ils auraient pu très bien ne rien comprendre et qu'on passe à côté d'un partenaire essentiel pour que le film existe. Et voilà, et ça s'est joué, ça aurait pu se jouer à ce petit hasard-là. Le deuxième moment, c'est que le film était très écrit-monté. C'est-à-dire que les transitions étaient déjà là, mais on avait quand même, une fois le film terminé, le premier montage faisait 2h30. Et donc, il s'agissait d'essayer de trouver, puisque le film fait 2 heures, on a coupé une demi-heure sans quasiment couper aucune scène, parce que tout était un peu essentiel, on racontait un peu à l'os. Et donc, il fallait trouver comment fluidifier le récit, pas avoir le sentiment qu'on rentrait dans une scène, on exposait, on racontait, on en ressortait, avec un sentiment comme ça de stop and go, mais trouver la fluidité pour que même si, on espérait que pas, mais même si en tant que spectateur, à un moment, on pouvait perdre en quelques secondes le fil de l'histoire, l'émotion, elle, reste la même. Et puis, il y a aussi un facteur quand même qui est très très important pour raconter une histoire, c'est que c'est des personnages de papier, et puis il y a un moment où ça s'incarne dans des comédiens et des comédiennes exceptionnels. Et il y a beaucoup de choses qui reposent sur leurs épaules. Hein, Raphaël? Oula, oula. Qu'est-ce que je dis? Oui, non, mais je ne sais que dire. Merci. Qu'est-ce que je dois dire? Quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Non, il y avait des questions, je vous en prie. Bonsoir, merci pour ce très beau film. Moi j'ai une question qui concerne aussi l'écriture du scénario. Je me demandais comment vous avez choisi les moments de bascule, donc par exemple le passeport, l'accident de scooter. Savoir s'il y avait eu d'autres vies qui avaient été finalement, d'autres moments de bascule qui ont été finalement écartés. Est-ce que c'était facile? Il y avait 5 vies au départ. Mais il n'y en a pas une qui a été vraiment supprimée, parce que comme a dit Lou tout à l'heure, c'est un seul et même personnage. Donc il y a certains éléments de cette vie qui se sont retrouvés, qui ont trouvé leur maison dans d'autres vies, et puis certains éléments que l'on trouvait finalement moins intéressants ou moins cohérents et qu'on a simplement supprimés. Après, dans l'écriture, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça s'est fait de manière très linéaire, et c'est un peu le personnage qui a guidé l'écriture, c'est-à-dire après cette première bifurcation où c'était très important pour nous qu'elle aille à Berlin et qu'elle vive ou ne vive pas ce moment-là. Ensuite, c'était un peu le personnage qui nous disait, bah, tiens, on pourrait la mener jusque-là. Bon, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, celle-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah oui, il lui est arrivé ça. Et là, ça pourrait être la nouvelle bifurcation, mais ça s'est fait de manière très empirique. C'était comme un voyage dans lequel le personnage un peu lui-même nous emmenait. Voilà. Est-ce qu'on prend une dernière question ici? Je pense que... Il y en a une d'abord ici. Excusez-moi. Oui, en fait, c'est une question un peu bateau, mais je trouve que le dialogue était vraiment merveilleux et super bien interprété. Vraiment. Il y avait la scène avec M. Gadebois, intime, où il parle de sa fille, il raconte comment il lui avait offert un petit piano et tout ça. Celle-ci, voilà. Et bref, et en tout cas, voilà, j'ai juste une question. Est-ce que vous avez laissé de la place, ou pas du tout, à l'impro sur le tournage? Voilà. Alors je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi il y a un moment dont je veux parler puisqu'ils sont là tous les deux. Évidemment, comme je disais, c'était un peu un marathon et un sprint, donc moi j'avais le sentiment de jamais avoir assez de temps. Mais en fait, on en trouve toujours. Et par exemple, la scène dans la librairie où ils se rencontrent tous les deux, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire sur le moment du dialogue entre eux dans la queue. Et en fait, c'est la façon dont Lou et Raphaël ont amené la scène avec cette façon de se parler un peu à mi-voix, comme en secret, sans se regarder, de se découvrir. Ça a été un moment qui c'était tellement beau qu'en fait, on a discuté avec le chef-op et c'est eux qui ont dicté la façon de ça, c'est tourner la scène. l'interprétation, c'est pas l'impro. Et
parce que... Non, c'est pas vrai. Parce que l'impro, c'est quand on déborde de ce qui est écrit dans une scène, quand on rajoute des mots, quand on rajoute des actions, enfin, c'est ça que moi j'entends. Je sais pas du tout, c'est pas du tout désagréable. Merci. Qu'est-ce que vous entendiez par là, monsieur, exactement? Non, mais là où on a raison, ne soyons pas vexés. Non, c'est que il y a une liberté d'interprétation, parce que c'est vrai, là où Olivier a raison, c'est qu'il y a des réalisateurs qui ne laissent même pas la place à une liberté d'interprétation, parce qu'ils savent tellement ce qu'ils ont dans la tête qu'ils nous font jouer comme leur imaginaire. Et il y a des réalisateurs qui sont aptes à recevoir notre imaginaire à nous et notre sensibilité à nous sur leur texte. Après, là où je pense qu'on était sur un projet un peu compliqué, c'est que c'est vraiment une mécanique, ce film. Comme il y a 4 vies différentes à suivre, l'impro avait mis la place parce qu'on n'avait pas assez de temps de tournage, tout simplement, parce qu'on n'est plus à une époque où on peut passer 6 mois à expérimenter les scènes, un film, le tordre, le détordre, voir tout ce qu'on peut en faire. Il faut être beaucoup plus efficace que ça aujourd'hui. Donc on était obligé de suivre aussi la mécanique de son scénario qui était écrite et qui était très bien écrite et qui fonctionnait à l'écrit. Donc je pense que pour cette raison, je me rattrape hyper vite. Pour cette raison, on ne pouvait pas non plus totalement déborder les scènes. Voilà. Mais je le pense vraiment. Dernière question. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier pour le film, c'était magnifique. J'ai beaucoup pleuré, il y a des moments où j'ai beaucoup pleuré. Et je voulais savoir aussi, quand elle joue du piano, elle joue extrêmement bien, c'était vraiment magnifique. Je voulais savoir si elle s'était fait doubler ou si c'était pas la question qu'il fallait pas poser. Elle a appris le piano en 3 semaines. Et en 3 semaines, elle a joué Rachmaninoff. Ça t'enlève 12 ans. Bravo. Les acteurs apprennent très vite. C'est l'idée principale. Non, je sais pas du tout jouer du piano, mais en réalité ça se voit parce qu'il n'y a aucun plan où on voit mes mains et mon visage en même temps. Donc ça veut tout dire. Et ça veut dire aussi qu'on n'essaie pas de faire croire parce qu'on n'a même pas. En même temps, si vous posez la question, c'est que quand même on n'a pas trop mal fait notre travail. Je vais juste rajouter quelque chose, mais ça va rejoindre un peu votre question sur l'impro, etc. C'est un peu... moi, je me souviens que le premier jour où je fais ma première séquence avec Lou, c'est une séquence très simple. On doit se dire bon courage, enfin je sais plus, un truc très simple. On l'a fait 1 fois, 10 fois, 20 fois. Je me dis tiens, je suis vraiment une quiche aujourd'hui, ça marche pas. Il me fait continuer. Donc je vais voir Olivier, je lui dis ça va? Il me dit ouais, ça va. Je dis ok. Donc on reprend 22, 24, j'exagère, hein, c'est moins que ça. Bref. Et je sors de la journée et Lou me dit non, mais ça va, ça va. Je dis t'es sûr? Non, mais je sais pas. Je rentre chez moi, je dors pas de la nuit, dépression, quelques médicaments, de l'alcool, tout ça, ça serait normal. Et le lendemain, j'arrive sur le plateau, justement pour... Et je vois une séquence avec Lou et Denis Podalides, qui est pour nous acteurs le Zidane des acteurs, le Mbappé. Bref. Et là, j'entends 34e, un truc dans le genre. Et là, je me dis, bon, ça va, lui aussi. Mais t'entends. Et surtout, je me souviens que c'était une journée aussi où Lou était devant une audience, comme ça, en train de jouer, je crois, les scènes de... Faire de l'expression corporelle. Ben non, mais justement, c'était assez bluffant, parce que moi, je vois ça de l'extérieur. Et donc, comme ça, par une petite porte, je vois Lou sur scène en train de jouer du piano devant une audience. Et c'était bluffant. Et moi, pas une seconde, je ne savais pas qu'elle ne savait pas jouer à ce moment-là. Et j'étais persuadé qu'elle en avait fait toute sa vie. Donc, même sur le plateau à côté, alors j'étais peut-être encore fatigué de ma nuit blanche. En bas, vous ne voyez pas les doigts. Hein? Il était surtout placé à un endroit où vous ne voyez pas les doigts. Ben oui, mais enfin, c'était assez bluffant. Tu fais encore super bien. On dirait Véronique Sanson. Je voudrais terminer sur une petite anecdote par rapport à ça. La pianiste qui a enregistré les parties piano s'appelle Natasha Kodrytskaya. C'est elle qui joue le rôle de Maria, la pianiste pour laquelle Julia est assistante personnelle à un moment. Et on a eu beaucoup de chance parce que c'est une très grande pianiste. Et elle avait un jeu qui était exactement celui qu'on recherchait avec Raphaël, un jeu très expressif, très émotionnel, émotionné aussi. Mais là où, encore une fois,
la fiction est rattrapée par la réalité, c'est que Natacha Kudryskaya est une pianiste française d'origine ukrainienne, et qu'en 2014, au moment de Maïdan, il y avait des pianos dans la rue, à Kiev, et elle nous a raconté, après que le tournage est en prépa, ou enfin, pendant le tournage, qu'elle avait elle aussi vécu un moment comme celui-là, où elle avait joué en 2014 à Maïdan sur un piano qui était dans la rue. Voilà, donc c'était très beau. On continue jusqu'à demain matin la première séance à 9h, oui. Je vous remercie à tous d'être venus ce soir.